Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce 10e épisode, je t'emmène à l'Épi de Beaupuy, une ferme qui sent bon l'odeur du pain chaud, où j'ai rencontré Adrien. Il s'est installé en 2012 comme paysan boulanger, mais attention, ce métier ne se résume pas qu'à ses deux casquettes. Il s'est d'ailleurs entouré de salariés pour faire face à la charge de travail et développer l'activité. N'étant pas issu du milieu agricole, Adrien nous présente les défis qu'il a dû surmonter dans son parcours d'installation au niveau de l'accès au foncier et au financement. Mais sa persévérance a payé car il a maintenant trouvé sa place et prouvé sa légitimité auprès des autres agriculteurs. Adrien transmet surtout un message fort où il nous invite à nous installer pour faire partie de cette nouvelle génération d'agriculteurs. Bonjour Adrien, merci de m'accueillir sur ta ferme. Bonjour Sophie, bienvenue. Adrien, tu es paysan boulanger depuis 2012, tu t'es installé seul avec le projet de cultiver les terres pour avoir tes propres céréales et ensuite pouvoir créer ton propre pain et le vendre en direct. Sauf que tu n'es pas tout à fait issu du milieu agricole, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là ? Alors moi j'avais un projet depuis que j'ai 16 ou 17 ans, j'avais envie de cultiver des céréales. C'est un truc qui m'a toujours intéressé, cultiver de l'alimentation on va dire. Après un bac scientifique dans la région toulousaine, j'ai fait un BTS agricole qui était spécialisé en grande culture, donc production céréalière. Et j'ai vraiment eu envie de m'atteler à ça, à produire des céréales. Et n'étant pas issu du monde agricole, je me suis rendu compte qu'il fallait trouver un petit plus pour sortir du modèle 150 ou 200 hectares, qui est le seul qui permet de vivre en étant céréalier pur. Donc il y avait pour moi deux options, c'était soit de faire de la bière, soit de faire du pain, donc de valoriser pour avoir un maximum de valeur ajoutée dans la poche, transformer les céréales et les amener jusqu'au consommateur final. Et donc finalement j'ai choisi de faire du pain avec mes céréales. D'accord. La première attache finalement c'était la partie agri qui t'a amené ensuite jusqu'à la partie pain. Oui, c'était vraiment ça, ouais. Cultiver de la céréale et pour en faire un produit fini. Pour tout maîtriser du coup comme tu m'expliquais. Pour tout maîtriser de A à Z. De l'épi à la tranche de pain. Moi, sur les marchés j'ai tendance à dire du choix de la variété jusqu'à la vente du pain. Voilà, sachant qu'on maîtrise entre-temps la culture, la moisson, le stockage, le triage, la mouture, et toute la partie boulangerie et cuisson. Tu t'es installé, comme tu le disais, en 2012. Les terres ne t'appartiennent pas. Tu es passé via un GFA. Donc, je rappelle aux auditeurs, un GFA, c'est un groupement foncier agricole. Donc, le principe, c'est plusieurs propriétaires qui se regroupent ensemble pour proposer la location de leurs terres à un jeune agriculteur, à quelqu'un qui souhaite exploiter leurs terres sous forme de fermage, comme loyer qui est versé. Comment ça s'est passé, toi, l'accès au foncier, vu que tu n'étais pas du tout issu de ce milieu-là, qui est souvent une thématique dans le milieu agricole compliquée ? C'est rien de dire que c'est compliqué. Ouais. Quand on n'est pas issu du monde agricole, c'est sûr que trouver des terres, c'est la partie assez complexe, surtout quand il faut de la surface. Pour un maraîcher, ça peut se faire, mais pour la grande culture, il faut un minimum. Moi, j'avais été assez échaudé par une première expérience dans le Tarn, donc quand j'avais 21 ans, où je devais m'installer en fermage sur des terres familiales d'un agriculteur. Et au dernier moment, ça faisait quasiment 1 an que je travaillais là-bas. Le fils s'est montré intéressé par les terres au moment de signer le bail, au moment où moi je devais signer le bail, alors qu'il n'a jamais été intéressé par la partie agricole. Donc après cet échec, moi j'ai été assez prudent et je cherchais des terres à la vente pour pouvoir vraiment sécuriser mon installation. Donc tu voulais être propriétaire finalement ? Oui, pour investir dans tout en sachant que je ne pouvais pas l'être parce qu'aucune banque ne me suivait pour emprunter plus de 100 000 euros pour acheter du foncier. Donc j'ai consulté l'association Terre de Liens, qui n'était pas forcément très dynamique à cette époque sur la région Midi-Pyrénées. Il y avait le concept, mais j'ai eu personne en fait en direct. J'ai juste pu consulter leur guide juridique d'accès solidaire et collectif aux fonciers agricoles, bâtis et non bâtis, je crois, un nom pompeux comme ça, qui est un document PDF que j'avais trouvé sur internet qui doit faire 200 pages ou 300 pages. Et où on a le petit guide juridique de comment acheter des terres à plusieurs. Et il y avait notamment le groupement foncier agricole, qui normalement est un statut plutôt familial,
C'est un statut sociétal qui sert plus à faire des sociétés en famille, avec mes parents, pour avoir une transmission qui soit fiscalement intéressante pour les enfants. En termes de transmission du patrimoine, c'est une forme juridique, en tout cas, qui est plutôt optimisée. Ouais, voilà. Et en fait, Terre de Liens a eu un peu cette idée, ou a eu une expérience de détourner un peu ce statut de société pour en faire un système d'accession collective au foncier, donc pour installer des jeunes agriculteurs en bio. Donc moi je me suis lancé là-dedans, j'ai acheté du bouquin juridique, donc on a créé un GFA, j'ai fait un appel à gens intéressés qui pouvaient investir dans cette société, on s'est retrouvés à être 51 qui détiennent tous entre 1 et 40 ou 50 parts dans le GFA. D'accord, donc 51 associés dans le GFA pour tes 25 hectares de grande culture, voilà, donc avec une partie bois. Voilà, il y avait 120 000 euros de foncier à acheter, donc 22 hectares de terre cultivable et 10 hectares de bois. Et donc voilà, il y a des amis, de la famille, des militants de différents réseaux qui ont répondu à l'appel. J'étais assez surpris de voir que des gens qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas, étaient prêts à mettre plusieurs milliers d'euros dans une société qu'ils ne connaissaient pas. Le projet a vraiment bien accroché. Et donc ça a permis de lever des fonds et d'acheter comptant les terres à Beaupuy. Pour la partie après création de ta boulangerie ici sur le corps de ferme, comment ça s'est passé en termes de financement ? Ouf, pas bien. Ça a été très compliqué d'avoir un apport bancaire. Moi j'avais un apport personnel et familial de quelques dizaines de milliers d'euros. Et le problème c'est qu'il en fallait encore beaucoup plus. Et que la banque m'a prêté, je crois, 35 000 euros de mémoire. C'était le max du max avec caution, ils se sont surprotégés de partout, parce qu'il n'y avait aucune assurance de rentabilité derrière. Il y avait beaucoup d'investissements en perspective, mais pas forcément une grande notion de rentabilité. C'est le problème du hors cadre familial, c'est qu'il faut faire ses preuves avant d'être crédible. Donc pour un nouvel agriculteur pas issu du milieu, c'est plus compliqué de faire ses preuves face aux partenaires financiers. Oui, très compliqué. Donc il faut être patient. Et moi, la solution que j'ai choisie, c'est de faire beaucoup d'autoconstruction. Donc en fait, mes 4 premières années d'installation, je faisais pas de pain. J'ai construit le hangar quasiment de A à Z. Je me suis fait poser une ossature en bois, poteau-poutre. Et après, c'est moi qui ai posé les chevrons, les lithos, la toiture, les gouttières, la dalle en béton, construire les murs, poser les bottes de paille, faire les enduits. Donc tout ça, ça m'a pris 4 ans. Tu te sens plutôt quoi du coup, agri ou boulanger ? En ce moment, depuis quelques mois ou depuis un an, j'aurais plutôt tendance à me sentir comme un coordinateur d'équipe. L'historique a fait que moi j'ai arrêté de faire du pain il y a de ça un peu plus de 3 ans, au moment du premier confinement Covid, où j'étais déjà physiquement épuisé, où j'avais très mal au dos et ça devenait vraiment compliqué pour moi. Et à ce moment-là, on a pris plus 50% de volume, quasiment du jour au lendemain, enfin même du jour au lendemain, puisque il y a eu une annonce un lundi soir, je crois, du confinement, c'était pour mardi midi. Et à partir de là, nous, on a explosé et on a vraiment explosé au niveau des volumes. J'ai dû déléguer à mes salariés. Et après, là, il y a 6 mois, j'étais arrivé à un stade d'épuisement aussi plutôt psychologique qui a fait que j'avais beaucoup de mal à être en commercialisation, où il faut renvoyer une image positive, souriante, et moi j'étais juste au bout du rouleau. Donc là, j'ai aussi fait le choix de déléguer la totalité de la commercialisation à des salariés. Donc maintenant, je suis un peu plus dans l'ombre et je suis sur la partie agricole, donc ça c'est sûr, mais c'est clairement pas ce qui me prend le plus de temps, parce que je dois faire peut-être 200 heures de travail purement agricole par an, ce qui est loin d'être un temps plein. Je m'occupe de toute la partie stockage, triage et meunerie, je suis 100% dédié là-dessus. Et après, je passe beaucoup de temps au bureau aussi quand même, à coordonner l'équipe, à faire de la stratégie d'entreprise, développer des marchés. Oui, parce que finalement, tu as plusieurs casquettes. Au-delà d'être céréalier, tu as toute cette partie de transformation de grains que tu m'as fait visiter tout à l'heure. Donc tu as dû effectivement t'entourer d'autres personnes pour gérer la partie de cuisson, la partie pain et la partie commercialisation. Oui, c'est un choix aussi, que je pense que j'ai tendance à m'investir à 100%, à 200% dans ce qui me tient à cœur à l'instant T. Et après, je pense que le pain, j'en avais fait un peu le tour aussi, sans prétention. Hein, je ne suis pas le meilleur boulanger du monde, hein, mais je pense que je m'en suis aussi un peu lassé. À partir du moment où ça tourne,
entre guillemets, où il y a plus trop de pannes ou de défis, de choses à mettre au point. Je pense que la routine me lasse assez vite. Et donc j'ai tendance à passer à autre chose et donc à déléguer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est 5 dans l'équipe. Effectivement, on entend aussi en parallèle Émeric, ton salarié, qui est en train de mettre du pain au four. Ouais. Alors Adrien, comment ça se passe de la partie de tes champs, comment tu travailles aussi tes parcelles, jusqu'à la commercialisation, très brièvement? Une des forces de mon installation, c'était qu'il y avait une CUMA proche à 8 km, dont le président a bien accroché avec mon projet de faire du pain. Alors je vais en profiter pour rappeler c'est quoi une CUMA. Une CUMA, donc, c'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc l'objectif, c'est de mutualiser en fait du matériel agricole pour ceux qui n'ont pas forcément envie ou les capacités d'investir. Et comme ça, plusieurs agriculteurs peuvent partager le matériel et l'utiliser sous forme de location. Et donc le président de cette CUMA m'a accueilli à bras ouverts en m'autorisant de manière dérogatoire à utiliser tous les outils, y compris les vieux outils qui étaient déjà amortis. Donc ce qui m'a permis moi de ne pas du tout m'équiper en matériel agricole. Donc la totalité des travaux que je fais, c'est moi qui les fais, mais avec du matériel qui est en copropriété. Après, tu veux qu'on parle de technique culturelle un peu ou... Peut-être la partie bio. De pourquoi le bio? Ouais, alors le bio, moi je me voyais pas faire autrement. La question s'est pas forcément posée. Je me voyais pas passer des produits chimiques sur les parcelles que j'allais reprendre. La question pourrait se poser maintenant différemment parce que j'ai plus de connaissances du monde agricole, des difficultés qu'il y a à être en bio aussi. Je remets pas du tout en cause l'agriculture bio, mais c'est un concept qui peut être potentiellement très citadin, qui paraît évident à des gens qui cultivent pas la terre. Mais quand on est toute l'année confronté à des problèmes de ravageurs, de maladies, d'herbes, toutes les théories et les belles vidéos qu'on peut voir sur YouTube, c'est pas forcément facile à mettre en œuvre. Moi, je m'y suis beaucoup cassé les dents au début, à avoir beaucoup de concepts qui étaient assez figés, notamment sur les histoires de semi-direct, de travail simplifié du sol. En bio, je me suis rendu compte que cumuler les deux, c'était très complexe, que déjà faire du bio, c'est déjà techniquement, il faut s'approprier les techniques. Et moi, je suis arrivé un peu bille en tête à vouloir faire mieux que tout le monde parce que moi, j'avais lu les bons bouquins et que j'avais tout compris. Et en fait, je me suis lamentablement vautré pendant plusieurs années parce que j'ai dû lâcher beaucoup de principes pour arriver à produire tout simplement et en fait à faire ce que font les autres qui sont eux issus du monde agricole et c'est pas pour rien s'ils font comme ça. C'est un peu fouillis comme réponse, mais... Non, c'était très très clair. C'est bien que tu partages en tout cas cette partie de... comme tu expliquais, tu viens pas du tout du milieu, tu avais cette conviction en tout cas de produire ainsi, mais tu t'es confronté à la réalité qui fait qu'aujourd'hui, produire en bio, en tout cas dans la partie céréalière, c'est pas si évident que ça. Il y a cette notion de s'approprier des nouvelles pratiques et du coup aussi de devoir faire face aux conséquences aussi que ça peut induire en tout cas. On peut avoir tendance à vouloir réinventer des trucs, des techniques, ou à se dire, il y a un peu ça avec tout ce qui est permaculture ou le semi-direct en bio, avec des gens qui n'ont pas forcément trop travaillé la terre et qui vont avoir cette conception-là, beaucoup d'ingénieurs agronomes aussi qui sortent d'école. J'ai des copines, en l'occurrence, qui se sont installées, pareil, paysannes boulangères, avec des concepts. Et j'ai suivi leur évolution où finalement maintenant il se trouve que ça leur arrive de faire des labours alors que c'était le diable en personne au début. Et moi aussi ça m'est arrivé de faire quelques labours, toujours à contre-cœur, mais... Alors je n'envisageais jamais de labourer de ma vie et en fait la première chose que j'ai faite en m'installant c'est de labourer parce que j'ai essayé tous les outils un par un, il n'y en avait aucun qui rentrait dans le sol. Donc j'en suis arrivé à faire du labour d'entrée. Ça a été déjà la première mise au point. De se dire, il y a la théorie et puis il y a en pratique, qu'est-ce qui marche quoi. Et donc moi ça fait 10 ans que je suis dans une sorte de déconstruction et de... Je pense qu'il faut être assez opportuniste et assez ouvert et pas forcément être sur un dogme avec des rotations fixes, avec des techniques culturelles qui vont être fixes. L'agriculture évolue, le contexte évolue et je pense qu'il faut être assez ouvert. Donc, finalement tu fais comme tu peux. Oui, c'est assez bien résumé, ouais. Sans forcément toujours être en accord avec mes convictions initiales ou avec mon idéal. Je tends vers quelque chose en permanence, mais après il y a ce qu'on a le temps de faire, il y a ce dont on a les moyens de faire.
Et donc tu expliquais tout à l'heure que tu avais cette partie transformateur, donc de trier le grain, en tout cas de le mettre sous scio. Ensuite tu as la transformation pour moudre le grain et le transformer en farine. Tu utilises notamment une méthode en tout cas de création du pain particulière avec une meule de granit. Ensuite tu as fait un four à bois, c'est pour ça d'ailleurs que tu as des terres boisées pour te fournir en bois pour alimenter ton four. Pourquoi ce choix-là ? C'est l'autonomie. Pour moi, c'est une des valeurs motrices qui ont fait que je me suis installé. Le but, c'était de produire de l'alimentation en étant le plus autonome possible. Donc, en maîtrisant la totalité des étapes de la transformation. Et donc, on dit toujours paysan boulanger. Je vais te répéter ce qu'on a dit pendant la tournée. Là, mais... Vas-y, comme ça les auditeurs entendront à nouveau. Pendant la visite, on dit toujours paysan boulanger avec un trait d'union, mais pour moi, le trait d'union, il y a beaucoup de choses dans ce trait d'union, parce qu'entre le fait de moissonner une céréale et d'en sortir du pain, il y a d'autres étapes qui sont souvent impensées, à savoir le stockage et le triage et la meunerie, qui sont pour moi des métiers à part entière. Et moi-même, quand je me suis installé, j'ai eu tendance à négliger ces opérations-là. Et en fait, ce sont des métiers qu'il faut s'approprier, ce sont des savoir-faire, ce sont aussi beaucoup d'investissements. Il faut avoir des silos, il faut avoir un nettoyeur séparateur, il faut avoir des ventilateurs, il faut s'approprier plein de courbes, d'abacs, de savoir-faire pour ventiler du grain au bon moment, le stocker, pas se faire envahir de charançon. Et puis après la partie meunerie aussi, où il faut, c'est un métier également. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça, parce que tu m'expliques au moment de la visite que même pour faire du pain, il y a une partie créative, c'est-à-dire en fonction des années et de la qualité de la farine, tu vas faire des tests pour savoir en tout cas combien de farine, de pourcentage de telle farine je vais prendre pour la mélanger avec telle farine. Et donc il y a aussi cet aspect recherche, innovation pour essayer d'avoir toujours à peu près le même pain comme tu m'expliquais. Ça, c'est une nouveauté que je me permets parce que j'ai un peu plus de temps disponible. Pour cette année, je pars sur un objectif de tester toutes les parcelles ont été moissonnées indépendamment. Et je vais tester différentes variétés en pur, en boulange et en laboratoire, pour après faire un assemblage de ce qui sera mon mélange mon mélange de farine, enfin mon mélange de blé que je vais moudre après toute l'année, qui permettra d'avoir un pain homogène sur l'année et qui soit de la meilleure qualité possible. Mais finalement, chaque année, c'est jamais le même pain ? Chaque année, c'est jamais le même pain, même si c'est l'objectif. Le travail de la boulange, c'est d'arriver à sortir un produit qui soit uniforme sur l'année et même sur plusieurs années. Notamment par rapport à les boulangeries classiques ou industrielles ? Oui, puis par rapport au souhait du consommateur aussi de manger un pain. S'il aime le pain qu'on a fait en 2022, il faut qu'il puisse retrouver quelque chose qui soit à peu près similaire en 2023. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est qu'avec des blés différents, avec des conditions climatiques différentes, au champ et même à la boulangerie qui peuvent changer d'un jour sur l'autre, il faut arriver à sortir un produit qui soit relativement homogène. Donc c'est tout l'intérêt et c'est ce qui passionne beaucoup Aymeric, d'un jour sur l'autre, d'adapter ses pratiques en fonction des conditions. Alors tu fais du pain au levain. C'est quoi le levain déjà ? Alors, la grande question. La grande question, ouais. Le levain, c'est le levain naturel. C'est une sorte de fermentation spontanée de farine et d'eau. On va garder une souche qui va servir à réensemencer d'une pétrissée sur l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'avant la cuisson, on va toujours prélever un morceau de pâte qu'on va mettre au frigo et qu'on va après ressortir souvent la veille du prochain jour de pain pour le renourrir. On va faire des rafraîchis, ce qu'on appelle. Donc, on va rajouter de l'eau et de la farine pour faire en sorte que toutes les enzymes, les bactéries, les champignons, les levures qui sont présentes dans ce levain se développent, soient à l'optimum de leur forme, on va dire. Et c'est ça qui va servir à ensemencer la future pétrissée. La suivante. Voilà, donc moi, le levain que j'ai, il a 13 ou 14 ans. Parce que j'ai commencé à faire du pain avant même d'être installé ici. Ah oui. Donc en fait, cette souche-là, je m'en sers... c'est pas la même farine et la même eau, c'est juste la même souche. Et elle a évolué aussi en fonction de mes pratiques. Et elle s'adapte aussi. Il y a une sorte d'interaction entre le boulanger et le levain qui fait que chaque boulanger a son levain qui lui ressemble et qui ressemble à sa manière de travailler. À sa pratique. On en voit de plus en plus de toute façon des pains au levain. C'est quelque chose d'assez ancestral. Et au niveau du pain industriel, il n'y a plus cette pratique du levain. C'est plus de la levure finalement qui est utilisée. C'est dû à quoi ? Le côté pratique de l'industrialisation de la boulangerie qui fait que
On va préférer, les boulangers traditionnels ou industriels vont préférer utiliser une souche de levure qui va être la plus performante. C'est-à-dire que c'est la Formule 1 de la levure, celle qui va faire le plus de gaz carbonique, donc qui va donner les pains le plus levés. Et donc celle-ci va être sélectionnée en laboratoire, on va la multiplier à l'infini pour en avoir une seule qui permet d'avoir les volumes maximum. Donc avoir les pains les plus levés possibles avec la brillance, on va pouvoir jouer sur plein de choses en choisissant les levures. Alors que le travail au levain, ça implique beaucoup plus de diversité. Donc on n'obtient pas du tout les mêmes volumes, on a des pains qui vont être beaucoup plus serrés, beaucoup plus denses. Et ça implique surtout d'avoir un savoir-faire qui s'est perdu avec le temps, parce que c'est beaucoup plus facile de mettre un cube de levure dans son pétrin que de s'occuper d'un levain, y compris quand on part en vacances. Il faut faire des rafraîchis même si on ne va pas faire de pain. Moi, pendant des années, je suis parti en vacances avec mon levain. Donc j'ai des photos de moi avec mon levain et à faire à côté de la tente. J'ai des photos, je suis en train de faire mon levain pour que la souche se maintienne. D'accord. Et survivre aux vacances. Je voudrais bien les voir les photos quand même. Le levain qui part en vacances, c'est une belle histoire ça, une belle anecdote. Mais du coup, tu parlais de ces pains notamment rustiques. On parle notamment du bon pain. Il y a cette tendance aussi sociétale des gens de vouloir retrouver certains goûts. Comment t'expliques cette nouvelle tendance aussi, ce nouveau regain ? Du fait qu'il y a eu une perte de savoir-faire et il y a eu une uniformisation du pain en France, et on s'est beaucoup axé sur la baguette blanche avec beaucoup d'adjuvants. Donc il y a eu une perte de savoir-faire, une perte de diversité aussi. Tout le monde fait à peu près le même pain, qu'on soit à Strasbourg, à Brest ou à Toulouse, on va retrouver à peu près les mêmes produits. Donc je pense qu'il y a un intérêt croissant pour un côté typique et rustique qu'on peut trouver dans les légumes, avec le retour des variétés paysannes en légumes ou des légumes oubliés. Il y a un peu pareil avec les paysans boulangers, d'essayer de ressortir des vieilles variétés des frigos de l'INRA, retrouver une rusticité, une typicité qu'on a perdue. L'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Qui a des conservatoires de variétés anciennes et que des paysans boulangers depuis 20 ans, 20-30 ans ressortent des frigos remultipliés au champ pour arriver à sortir ces variétés de l'oubli et arriver à en faire quelque chose, arriver à refaire du pain avec des variétés d'avant-guerre. Tu me parlais notamment qu'il y avait une sorte de paradoxe aussi entre les gens de la ville puis les gens de la campagne avec une approche différente par rapport au pain. À l'Épi de Beaupuy, on a fait un choix assumé de faire des pains rustiques et moi, mon image commerciale, j'ai sur mes panneaux, j'écris pain paysan et il s'avère qu'en fait, le pain paysan se vend beaucoup mieux à la ville qu'à la campagne. Ce qui est assez paradoxal. Je pense qu'il y a encore dans les campagnes un souhait d'avoir un pain qui va être flatteur à l'œil, qui va être assez blanc, assez salé, très levé, très alvéolé. Alors que je constate chez des populations peut-être avec un niveau socio-culturel ou économique plus élevé, qui vont avoir un intérêt à retrouver un pain plus rustique, donc avec plus de fibres, des pains complets, des pains assez tassés, des pains relativement acides, donc au levain. Le pain de la guerre, comme tu me disais tout à l'heure. Certains parlent du pain de la guerre, qui va conserver 4-5 jours, assez noir. Et ça, c'est des produits qui sont relativement invendables à la campagne. Moi, je vends plus de baguettes blanches ici au magasin à la ferme. Par contre, sur les marchés de la région toulousaine, pain sans gluten, pain complet, pain rustique, pain avec des graines, là, on cartonne plutôt avec ce genre de produits. On est dans le pays de la baguette. C'est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce que tu penses de la filière ? C'est pas une vision très... Je sais pas vers quoi on tend. J'ai un peu peur qu'il y ait une sorte de marché de niche qui se maintienne, mais qui reste un marché de niche, à savoir le pain au levain dans un four à bois. Il y a quand même un gros intérêt. Moi, j'ai beaucoup de candidats stagiaires qui me demandent à venir en stage ici à l'Épi de Beaupuy. Donc il y a un intérêt clairement... de beaucoup de gens qui viennent de la ville pour ce type de pain. Donc ça, c'est rassurant. Ça veut dire que les savoir-faire vont pas se perdre de sitôt. Mais je pense pas non plus qu'on arrive à toucher une majorité de consommateurs. Moi, chez des gens de mon âge, je vois beaucoup de pain de mie. Et la consommation du pain, c'est complètement perdu. Alors qu'il y avait du pain chez eux quand ils étaient enfants. Mais voilà, eux ne vont pas transmettre à leurs enfants ce goût du pain qui sort du four.
Donc voilà, je suis rassuré d'un côté parce qu'il y a des paysans boulangers, il y a des boulangers au levain qui font perdurer et qui même font progresser encore la boulangerie au levain. Mais je suis pas sûr qu'on devienne hégémonique et qu'on arrive à convertir la totalité des Français. Il restera toujours la baguette industrielle et le pain de mie dans les placards de beaucoup. Ta structure maintenant, elle est florissante et tu as même plusieurs salariés. Comment tu le vis maintenant, ce 2 poids 2 mesures par rapport à ton installation plutôt difficile avec peu de partenaires et peu de personnes qui ont confiance en toi, et maintenant on va dire la possibilité de grandir et d'investir parce que finalement ça a bien pris. C'est une réelle satisfaction et une forme de fierté, si j'ose le mot. Bon, ça paraît évident aussi, quand on arrive avec plein d'idées et pas de concret, il faut faire ses preuves. Typiquement à la CUMA, quand je suis arrivé, voilà, le président a bien voulu croire en moi, le président de l'époque. J'ai senti beaucoup de scepticisme aussi chez les autres et de réticence même pour certains, à voir ce jeune qui savait pas forcément trop conduire un tracteur et qui sortait de nulle part, de voir qui en plus voulait faire du bio, donc on va voir ce qu'il va faire. Et je vois que le regard a quand même évolué sur moi et qu'il y a peut-être une forme maintenant d'acceptation au moins, sans forcément de respect, mais d'accepter que le petit jeune, il a fait ses preuves et maintenant il est installé, il a des salariés, ça tourne. Il y a une forme de reconnaissance maintenant dans cette CUMA du travail que j'ai accompli, de travailler ces terres qui sont relativement ingrates. Pourquoi ? Elle s'exprime comment ? Du fait que je suis rentré au conseil d'administration assez rapidement et que là, ça fait 1 an que maintenant je suis président de cette CUMA. Quand même, il y a 55 associés dans cette CUMA. Et donc pour moi, c'est une forme de reconnaissance aussi par le monde agricole que on peut être un petit jeune de la ville qui n'y connaît rien. Et bon, il m'a fallu 11 ans, mais voilà, j'ai réussi à faire mes preuves et à me faire accepter comme un agriculteur à part entière. Et même s'ils m'appellent tous le boulanger, mais ils savent que je suis aussi agriculteur quand même par ailleurs. Et voilà, et de fait de devenir président, c'est une forme de reconnaissance aussi de mon installation réussie. Bravo. Merci. Adrien, quel écho veux-tu envoyer aux auditeurs qui nous écoutent ? Installez-vous. Non, mais je suis assez attaché à ça, à l'installation agricole. De manière presque politique, j'ai envie de dire, je pars du principe qu'il faut des paysans, il va falloir beaucoup de paysans, beaucoup plus de paysans. On va vers une spécialisation toujours plus et une forme d'industrialisation de l'agriculture où on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants, où les coopératives et les grands groupes multinationaux ont tendance à remonter les filières et à les descendre aussi, c'est-à-dire à gérer tout en amont de ce que fait l'agriculteur et en aval aussi. Et moi, je pense que pour essayer de conserver des savoir-faire, il faut qu'il y ait un maximum d'agriculteurs et on sera jamais trop, il y a de la place, il y a du foncier qui se libère, je crois qu'il y a 50% de la profession agricole qui a 50 ans et plus, donc ça veut dire que les 10 prochaines années, il va y avoir des fermes à reprendre. Si ça pouvait être des petits paysans avec des projets innovants et de transformation, de valorisation. Avec toujours cette maîtrise en fait du début jusqu'à la fin, c'est ça que tu veux dire ? Oui. Moi, ça me plairait plus que plutôt d'avoir des multinationales qui vont spécialiser encore plus les territoires et les pollutions qui vont avec. En fait, c'est de toujours chercher cette diversité au niveau des territoires. Ouais, et cette complémentarité aussi, notamment avec l'élevage, polyculture-élevage. Moi, j'ai pas d'élevage, mais ça commence à me trotter de plus en plus. C'est quelque chose qui me manque pour pouvoir réintégrer du pâturage, des apports de matière organique, de fumier, de compost, qui pour l'instant font défaut, puisqu'on est sur une région qui est spécialisée en céréales, et donc l'élevage ici il n'y en a quasiment plus et c'est impossible, c'est la guerre pour trouver de la matière organique. Donc c'est un chantier l'installation, mais je pense qu'il y a des bonnes volontés, il y a plein de gens qui ont envie de s'installer et il y a beaucoup de freins, ce serait mentir que de dire que ça a été un long fleuve tranquille pour moi. Ça a été épuisant, ça a été un vrai combat et c'est pas fini je pense, mais maintenant il faut durer. Il y a de la place et il faut se battre et faire bouger les lignes et se faire accepter des ruraux historiques en leur faisant voir qu'il y a des néo-ruraux qui ont peut-être leur concept mais qui sont pas si bêtes que ça et qui peuvent quand même faire quelque chose. Et que les néo-ruraux respectent aussi la ruralité. Une question de respect finalement. Ouais, de respect mutuel. Merci Adrien pour ton accueil et d'avoir partagé ton amour de l'agriculture et du pain avec nous. Et je te dis à bientôt. Et bien merci à toi, au plaisir. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table.
un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.